que à la fois une salle et des personnes à distance. On s'était dit que on allait tenter l'expérience pour essayer d'avoir à la fois le côté sympa, convivial en présentiel avec des êtres humains plutôt que des caméras interposées. Et puis c'est vrai quand même qu'on avait une grosse demande de personnes qui n'étaient pas nécessairement en région parisienne ou simplement qui avaient des contraintes de déplacement, d'être impliquées dans nos conférences. Donc on teste ce format. On sera très curieux d'avoir vos retours sur la manière dont ça se sera passé. Et ce soir-là, on fait cette table ronde en collaboration entre Centrale Énergie et X Environnement. Donc, Centrale Énergie, association des anciens élèves des 5 écoles centrales. On existe depuis, corrige-moi, je me trompe tout le temps, Christian, 2005, 2006? 2006. Voilà, 2006. Euh, donc, entre les 5 écoles, on organise des conférences, tables rondes à peu près entre 9 et 10 fois par an autour des questions de climat et d'énergie. Puis c'est vrai que depuis quelques mois, voire années, on a vraiment pris l'habitude de faire des collaborations avec des collègues des autres écoles. Donc ce soir, on fait ça aussi avec X Environnement. Donc Francis, je peux te laisser prendre la parole pour ton association. Oui, merci Damien. Donc, bonjour. Euh, donc, je vais parler en off là. Et donc, ce que je voudrais faire, c'est remercier Christiane Drevet et Guy Moreau qui m'ont aimablement proposé d'organiser des événements en juin entre Centrale Énergie et X Environnement. Et donc, merci à vous. Et ceci est le premier qui se réalise vraiment. On en avait un dans les tuyaux, mais qu'on a dû reporter. Et je dois dire que X-Environnement est une association, c'est pas seulement des alumni geeks, c'est aussi une association et compte comme membres éminents Christiane Drevet et Guy Moreau. Donc merci à vous deux qui faites le pont entre les deux. Et je remercie Damien aussi d'avoir accepté d'organiser cet événement sur la comptabilité carbone ensemble. Pour l'anecdote, en 2018, j'ai suivi une formation sur comment faire une comptabilité carbone avec un fichier Excel. Et c'est Damien qui faisait cette formation dans le cadre des Shifters. Voilà. Merci de votre attention. Merci Damien. Merci Francis pour ça. Alors on doit avoir un troisième intervenant ce soir, mais qui a malheureusement eu une contrainte personnelle assez forte euh, qui fait qu'il ne pourra pas être des nôtres ce soir. Il s'agissait d'Alexandre Wegner, un manager du cabinet de conseil Weston, qui devenait venir parler de la manière dont on peut utiliser le bilan carbone pour travailler sur la fonction achat. Donc on va se concentrer un petit peu plus sur la partie comptabilité, sur la partie amont, sur la comptabilité carbone, et ce qu'on peut en faire. Alors c'est vrai qu'en ce moment, tout le monde a 4 lettres en tête dans à peu près toutes les entreprises d'une certaine taille, qui sont le C, le S, le R et le D, pour ce joli acronyme qui est la CSRD, qui donne quelques nuits blanches, je pense, aux directions RSE, mais aussi au monde de l'audit. Euh, Beaucoup à manger aussi au cabinet de conseil, on va en reparler un petit peu, et qui change quand même pas mal la donne en termes d'obligations réglementaires autour de la comptabilité carbone, et à moins d'un mois de son entrée en vigueur hein, pour les plus grandes entreprises. Je disais que ce serait pas mal de faire un petit topo sur finalement où on en est en termes de comptabilité carbone, les aspects réglementaires, les bonnes pratiques, comment est-ce qu'on fait pour avoir un truc qui soit fiable et exploitable, parce que c'est bien beau de faire un bilan carbone, s'il est juste là pour faire joli, ça ne sert pas à grand-chose. Donc ce soir, on a 2 intervenants. Nous avons donc Philippe Loret. Alors, j'ai un gros risque de t'appeler Laurent ce soir, j'espère que tu m'en voudras pas, je suis vraiment désolé. Qui a une double casquette. Donc, Philippe, tu es à la fois président de l'APCC, donc un groupe de professionnels de cabinet de conseil sur le carbone, donc, qui regroupe surtout des personnes qui font des bilans carbone, mais aussi qui chargent accessoirement à l'exploiter du mieux qu'ils peuvent. Donc, dans ce cadre-là, tu animes aussi une communauté pour voir comment est-ce qu'on maximise son utilisation. Et à côté de ça, tu as ton propre cabinet de conseil sur
la comptabilité carbone, la stratégie bas carbone, la méthodologie ACT, SBTI, et je pense que j'en oublie encore quelques-unes. Et à côté, donc, nous avons Joris Blin qui a fait le trajet depuis Lille pour venir nous voir, qui travaille dans une entreprise qui s'appelle la Société Nouvelle. Alors, je crois que tu es économètre, c'est ça, ou économiste statisticien. Je crois que tu nous en dirais un petit peu plus. Et donc, une entreprise qui cherche à utiliser du mieux possible les données pour travailler sur son diagnostic carbone, mais pas que. Tu nous en parleras aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le carbone dans la vie, et aussi voir comment est-ce qu'on le rend plus fiable, comment est-ce qu'on traite ces données, et qu'est-ce qu'on fait en fait d'ailleurs quand on a un trou dans la raquette dans les données. Voilà. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite amender sa présentation? Non. Ben, on va enchaîner avec Philippe. C'est vrai que toi, tu es au cœur des questions réglementaires et de la comptabilité carbone. Alors, est-ce que tu peux déjà nous faire un petit topo sur où on en est en termes d'obligations réglementaires et puis avec la CSRD qui rentre en vigueur au mois de janvier, qu'est-ce qui va changer? Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation et merci pour être présent parmi nous ce soir. Donc, alors déjà, si on veut parler de réglementaire, il faut déjà commencer par essayer de mettre les choses en perspective, à mon avis. Ce qui est important, c'est bien de voir qu'il y a un objectif qui est affiché par l'Europe, puis par la France, qui est d'arriver à la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et derrière ça, en France, on a une stratégie qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone, qui définit le rythme auquel on doit décarboner les activités françaises. Donc en France, c'est principalement le transport, le bâtiment, la construction, l'industrie. Et puis après, évidemment, il va falloir qu'on se préoccupe aussi de nos achats de produits. Donc en termes de réglementation, bon, on vient depuis à peu près le début des années 2010 avec l'apparition des premières contraintes. Mais il y a eu un tournant décisif en juillet 2022. Juillet 2022 est parue une nouvelle loi qui fait que les entreprises de plus de 500 salariés sont désormais obligées de procéder à un inventaire de leurs émissions carbone. Donc, je veux dire aussi que le terme choisi par la loi, c'est le bilan GES, bilan de gaz à effet de serre. Donc, on parle de carbone, mais il n'y a pas que le carbone comme émission, comme gaz à effet de serre, il y en a d'autres. Et donc, la nouveauté, c'est que depuis le 1er janvier 2023, donc les entreprises de plus de 500 salariés sont obligées de comptabiliser non seulement ce qu'on appelait avant le scope 1 et 2, mais également le scope 3, c'est-à-dire toutes les émissions indirectes de l'entreprise qui sont liées à ses activités. Donc, c'est notamment tout ce qui est achat de produits, achat de services, tous les déplacements de ses collaborateurs, l'alimentation de ses collaborateurs. Voilà, tout ce qui est lié à l'activité est nécessaire au fonctionnement de l'activité de l'entreprise doit être comptabilisé. L'objectif, c'est vraiment d'évaluer l'impact complet de l'entreprise vis-à-vis de la question climatique. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Les contraintes en termes de... enfin, les sanctions ont été relevées et elles ont été encore relevées très récemment. Là, il y a une loi qui vient de sortir il y a quelques jours, enfin, au mois d'octobre, qui maintenant parle d'amendes de l'ordre de 50 000 et 100 000 euros pour les contrevenants, donc pour ceux qui ne font pas leur, leur bilan carbone. Voilà. Et l'autre chose importante, et je vais en finir avant de répondre sur le sujet de la CSRD, l'autre chose importante qu'a changé la loi de juillet 2022, c'est elle a instauré l'obligation de mettre en place un plan de transition. Voilà. La finalité, ça c'est dit expressément, la finalité de cette comptabilité, c'est pas de faire un diagnostic, c'est de se mettre en marche pour commencer à décarboner au travers d'un plan de transition. Donc ça, c'est la finalité, c'est ce qui est écrit dans la loi, c'est très important. Et la CSRD, finalement, elle s'inscrit complètement dans le prolongement de ça, puisque la CSRD va demander non seulement à avoir des éléments sur la manière dont l'impact carbone est évalué par les entreprises, mais également comment l'entreprise s'engage en matière de décarbonation. Quelles sont les actions qu'elle engage, etc. Il y a 200 indicateurs
qui sont recensés, un peu plus de 200, 220 même, je crois, dans la partie climat de la CSRD. Voilà. La nouveauté, pour finir sur ce point, la nouveauté qu'introduit la CSRD, donc alors à partir de 2024, la CSRD va entrer en vigueur. Le décret d'application, le décret de transcription dans la loi française arrive devant le Conseil des ministres, je crois, demain. Donc on aura plus de précisions sur le détail des applications dans les semaines qui viennent. Pour l'instant, toutes les entreprises qui étaient concernées par la NFRD vont être concernées par la CSRD avec des obligations beaucoup plus fortes que ce que faisait évidemment la NFRD, notamment en termes d'environnement et de climat. Et à partir de 2025, des entreprises plus petites qui n'étaient pas concernées avant par la NFRD vont progressivement être tenues aussi de faire un reporting extra-financier avec notamment un aspect climat qui est très important. Merci Philippe. Alors pour les personnes qui sont à distance, je vous rappelle que normalement vous avez un lien Speak-up pour poser vos questions, parce qu'on les prendra à la fin. Pensez bien à mettre votre nom dans votre question, comme ça nous permettra d'ouvrir le micro et de poser la question directement. Ça évitera que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse pour vous et d'échanger directement avec les orateurs. Oui, et on me rappelle aussi dans la salle que vous pouvez voter, en tout cas à distance, pour les questions qui ont été prévues. La salle, je vous rassure, vous aurez le micro aussi. Si je reviens quand même sur notre sujet de la comptabilité carbone, personnellement, j'ai quand même un peu l'impression que la comptabilité carbone, c'est un peu une contrainte, c'est un truc, bon, la direction RSE le fait parce qu'il y en a une obligation, mais sinon, pour les autres membres de la direction de l'entreprise, c'est un peu un énième par rapport qui va prendre la poussière dans un placard numérique aujourd'hui. Est-ce que tous les deux, c'est un constat que vous partagez? Est-ce que vous avez ce sentiment que beaucoup d'entreprises, bon, on fait le bilan carbone parce que pareil qu'il faut le faire, mais finalement, on s'en fiche un petit peu. Est-ce que toi, Joris, tu vois des éléments de ce côté-là? Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation et content d'échanger avec vous aujourd'hui. Pour répondre à la question oui, pour répondre à la question sur ce point précis, à la Société Nouvelle, on est plus utilisateur du bilan carbone que faiseur de bilan carbone. Et on voit en fait certains faits stylisés dans les entreprises qui font des bilans carbone aujourd'hui, avec peut-être un manque d'intérêt à l'échelle globale. Nous, on touche plus les TPE, PME et on voit en fait deux indicateurs principaux sur ce manque d'intérêt. Il y a à la fois le secteur d'activité de l'entreprise qui peut pousser ou non le dirigeant ou les dirigeants et les décisionnaires à faire et réaliser le bilan carbone, mais également la dimension qui est concernée. Aujourd'hui, on parle de carbone, mais il y a un panel d'autres indicateurs environnementaux et sociaux à prendre en compte. Et en fonction du secteur d'activité, il y aura différentes dimensions qui vont être d'intérêt pour l'entreprise concernée. Sur ce manque d'intérêt-là, on a quand même sur les TPE-PME une dynamique à l'inverse d'engouement avec de plus en plus de postes à responsabilité ou de postes ouverts sur la RSE, même dans les TPE-PME. Donc un allant, si vous voulez, sur l'analyse environnementale et extra-financière sur tous les enjeux sociétaux de l'entreprise. Pour le manque d'intérêt, il est quand même à l'échelle globale perçu comme une contrainte, ce bilan carbone, comme une obligation pour un certain nombre d'entreprises. Pour nous, c'est surtout parce qu'il y a une pédagogie à faire autour du bilan carbone de manière brute. Et s'il n'est pas comparable, c'est vrai que ce bilan carbone, on peut se demander à quoi il sert. Et à part pour l'entreprise de se comparer d'année en année à périmètre constant, si on ne peut se comparer pas à ses concurrents, à sa branche, à l'échelle nationale ou avoir des objectifs à l'échelle nationale, c'est vrai qu'on peut avoir un manque de sens de ce bilan carbone. Et toute l'idée, en fait, c'est de l'exploiter de manière à avoir une utilisation du bilan carbone
qui nous permettent de piloter la performance extra-financière de l'entreprise, un peu à l'image de ce qui est fait par la comptabilité classique. Parce qu'en tant que tel, en fait, on a un grand problème en définitive de valorisation du bilan carbone parce que on n'a pas de comparabilité avec les autres entreprises, même si, par exemple, on a exactement le même secteur et la même activité, parfois on a des périmètres qui sont différents et qui rendent les valeurs non comparables. Il y a aussi un dernier point, c'est que beaucoup d'entreprises dans les TPE-PME ont du mal dans leur horizon temporel de réflexion à anticiper les problématiques environnementales et notamment les impacts que la transition pourra engendrer sur leurs activités. Je parle notamment pour l'économie de l'ensemble des bouleversements qui vont euh, arriver sur les chaînes de valeur de leur production. Donc, que ce soit en début de chaîne de valeur ou en fin de chaîne de valeur, il y aura forcément des mix productifs qui vont bouger, des fournisseurs qui vont devoir changer et des modes de production qui vont devoir évoluer. Et alors, Philippe, toi, de ton point de vue? Euh, alors, moi, malheureusement, je rejoins l'idée que souvent le bilan carbone, ou le bilan GES, hein, je préfère utiliser ce terme-là, est reçu comme une contrainte et vécu comme une contrainte. Bon. Donc c'est malheureux, mais c'est encore ce qu'on constate aujourd'hui. Et c'est vrai aussi, je rejoins ce que tu disais, paradoxalement, j'ai l'impression qu'on rencontre aujourd'hui des patrons de PME ou d'ETI qui commencent à faire des bilans carbone et qui s'intéressent au sujet et comprennent en fait que c'est un outil qui peut leur être utile bien au-delà de la simple question de savoir est-ce qu'elles ont un impact sur le climat ou pas, mais qui finalement va les préparer en matière de réflexion stratégique à appréhender l'évolution du marché, l'évolution des affaires, l'évolution de l'environnement des affaires. Et donc, on voit dans les petites entreprises quand même aujourd'hui des patrons voilà, qui commencent à voir tout l'intérêt et à ne pas simplement le considérer comme une obligation de plus qui est réalisée. Voilà. Mais on est qu'au début de ça, à mon avis. Et alors, justement, si tu voulais les motiver, ces entreprises, c'est vrai que tu as commencé à l'évoquer, en fait, à quoi ça sert ce bilan carbone? C'est-à-dire que bon, quand on est incapable de répondre à cette question, on peut comprendre que devoir donner énormément de données et puis devoir sortir un graphique qui, s'il est trop, fait qu'on est pointé du doigt en disant que ce qu'on fait n'est pas bien. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Enfin, si là, qu'est-ce que tu dis, Philippe, à tes clients sur quel avantage ce bilan carbone va vous apporter? Alors, déjà, en fait, le terme, à mon avis, est trompeur. Donc déjà, moi, la première chose que je leur dis, c'est que le bilan carbone, c'est pas uniquement un exercice de comptabilité. En fait, c'est un premier pas pour essayer de comprendre le monde dans lequel on va. Passer de la situation dans laquelle on est aujourd'hui pour arriver à une neutralité carbone à l'horizon 2050, c'est un bouleversement qui est absolument phénoménal. Et tout ça ne va pas se passer comme un long fleuve tranquille. Il va y avoir énormément de bouleversements. Certains secteurs d'activité vont être particulièrement touchés. Et donc, en fait, le bilan carbone, dans un monde où tout est sur l'immédiateté, tout est sur la rentabilité à court terme, le bilan carbone, c'est quand même un moment, si c'est bien fait, où l'entreprise doit se poser des questions de savoir où elle en est par rapport à cette question du climat. Elle doit commencer à toucher du doigt la question de l'atténuation de son impact sur l'environnement et la question aussi de son adaptation au monde dans lequel nous allons. Donc ça, c'est absolument fondamental. Donc là, par rapport à ce que tu disais, enfin, les principaux cabinets de conseil qui sont membres de la PCC, et c'est évidemment aussi ma vision, on a tendance à bien expliquer aux entreprises que l'intérêt, c'est surtout pas de se comparer aux autres. En fait. D'abord parce que c'est très compliqué de se comparer aux autres, parce que deux entreprises qui sont dans les mêmes secteurs d'activité, qui font les mêmes choses, peuvent avoir des empreintes carbone différentes, et c'est absolument justifié.
C'est lié soit à leur géographie, soit au marché qu'elles adressent, soit à leur ligne de fournisseurs. Et donc, le bilan carbone, c'est vraiment essayer de comprendre comment est organisée l'activité de l'entreprise, comment sont organisés les flux de production. Alors évidemment, il y a plus d'impact dans le monde industriel que dans le monde tertiaire, mais le monde tertiaire aussi est peut-être concerné par le sujet par effet indirect. Et donc voilà, donc l'objectif, c'est un premier pas pour essayer de comprendre le monde dans lequel nous allons et s'organiser pour commencer à prendre des décisions qui sont d'un ordre stratégique. Donc, je n'irai pas dans ton sens sur la thématique de la comparaison, puisque, mais de manière globale, pour nous, l'objectif du bilan carbone et la finalité pour qu'il soit utile, c'est l'information. C'est l'information en fait de l'ensemble des parties prenantes grâce justement à cette analyse. Essayer donc là à l'échelle micro, à l'échelle de l'entreprise, de mesurer ses impacts et l'utiliser. L'utiliser pourquoi? D'ailleurs en fait, c'est là le propos de comparabilité que qu'on porte, c'est pourquoi et comment utiliser le bilan carbone et les données qui en découlent. Ils peuvent servir à plusieurs choses dans la décision et dans le pilotage de l'entreprise, mais notamment, par exemple, si on assure une comparabilité sur une mesure, peut-être pas toute, mais en tout cas, si on essaye à concurrents très proches de comparer les performances extra-financières des entreprises, on pourrait, par exemple, réorienter certains flux de consommation et faire un choix de fournisseur, faire un meilleur choix de fournisseur en ayant une logique d'empreinte, c'est-à-dire que si l'empreinte de mon fournisseur pénalise mon empreinte et l'empreinte de la production et de la valeur que je crée, j'ai tout intérêt en fait de réorienter le flux et choisir un fournisseur plus performant sur la dimension concernée. Pour également pour le client, et c'est là en fait toute la dimension de l'affichage environnemental sur les produits avec tous ces débats qui émanent actuellement sur l'affichage en rayon. Euh, pour le client ou pour l'entreprise qui se fournit, c'est aussi prendre conscience des impacts qui émanent de la consommation. Et au-delà de la consommation, c'est pouvoir faire le choix. Au-delà du prix, de la qualité, de l'image de marque, c'est la dimension extra-financière doit être une dimension à part entière hors prix, si vous voulez. Il y a troisièmement, pour le financeur, un intérêt tout particulier puisque le risque extra-financier n'est pas nul. Je crois qu'il y a certains modèles dans certaines banques qui prennent déjà en compte largement ce risque et c'est effectivement le bilan carbone et les données qui en découlent sont très intéressantes pour le financeur pour pouvoir prendre sa décision et prendre les meilleures décisions, être renseigné en tout cas surtout sur des décisions qui impactent le long terme comme les financements. Il y a un quatrième acteur, le législateur. C'est très important pour le législateur de pouvoir identifier les leviers de la transition écologique, pouvoir réorienter ces flux, qu'il s'agisse de subventions, de taxes carbone ou de mécanismes plus incitatifs ou même de mécanismes prohibitifs. C'est important pour le législateur sur chaque secteur, d'ailleurs sur les secteurs clés également, d'identifier les entreprises porteurs de la transition ou les activités même à l'échelle mésoéconomique où une législation doit être portée parce qu'il y a une problématique sur tel maillon de la chaîne. Ça ne veut pas dire qu'on va interdire l'activité, puisque sinon ça reviendrait simplement à inciter la délocalisation, mais ça veut simplement dire que des mécanismes incitatifs peuvent être mis en place. Donc c'est toute une question d'information qui doit être portée et c'est pas forcément simplement le fait du bilan carbone, mais de la comptabilité carbone en général et bien au-delà d'ailleurs. Et en fait, ce qu'on porte plus précisément sur le projet de la société nouvelle, c'est une comptabilité carbone qui fait office de complément comptable. C'est-à-dire que demain, à la fin de l'exercice comptable, au lieu justement de prendre des décisions stratégiques simplement sur la performance financière de l'entreprise, on a une double équation avec une optimisation justement à deux lignes, avec à la fois une optimisation sur le plan financier et sur le plan extra-financier.
C'est intéressant cette divergence que vous avez. Je propose qu'on continue un petit peu là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est un point important. Lorsque la méthodologie bilan carbone avait été créée il y a de cela un certain nombre d'années maintenant par un certain Jean-Marc Jancovici, finalement, il y avait quand même une idée qu'on ne comparait pas deux bilans carbone, en tout cas de deux entreprises différentes. La seule chose à laquelle on peut comparer, le seul cas où on peut comparer deux bilans carbone, c'est lorsque c'est fait avec, sur un même périmètre, une même entreprise, une même méthodologie, mais avec quelques années d'écart pour identifier on va dire une progression. Donc finalement, c'est un outil de pur pilotage pour l'entreprise pour se décarboner et éventuellement identifier ses risques de transition, c'est-à-dire où est son activité carbonée. Et ça m'intéresserait quand même d'entendre ta réaction, Philippe, par Ouais. rapport à ce qu'a dit Joris. Est-ce qu'on reste un peu sur cette position ou est-ce qu'il n'y a pas un terrain d'entente à trouver, une utilité comparative avec la comptabilité carbone? Alors, le terrain d'entente, il est clair, c'est que la finalité, de toute façon, c'est d'aller vers de la décarbonation. Donc ça, bon, ça c'est c'est évident. Mais après, je pense il y a deux notions, je ne voudrais pas être trop technique, mais il y a deux notions qui, à mon avis, doivent être distinguées. Il y a le bilan carbone ou le bilan GES, encore une fois, hein, c'est le terme de la loi en France. Le bilan GES, c'est une notion qui s'attache à une organisation et qui prend en compte des choses sur lesquelles même l'organisation en question a difficilement prise. Par exemple, je vous donne un exemple, un centre commercial, il doit prendre en compte dans l'évaluation de son bilan GES une évaluation des émissions de gaz à effet de serre qui résultent des déplacements des gens, des consommateurs qui viennent dans son magasin. Bon. Donc là, on voit bien que l'impact, il est quand même compliqué à évaluer. Entre un centre commercial qui est en plein centre-ville et un centre commercial qui est éloigné dans une zone rurale, on va avoir des bilans carbone qui vont forcément être complètement différents. Est-ce légitime? Oui, c'est légitime. Et les comparer, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, la comparaison, là, j'ai pris un exemple un peu caricatural, mais la comparaison de deux bilans carbone ou de deux bilans GES entre deux organisations est toujours compliquée. Quand on rentre dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a plein de bonnes raisons qui font que cette comparaison est difficile. Donc, il y a un autre outil qui est disponible. Tu parles d'étiquetage des produits. C'est ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. L'analyse de cycle de vie, elle s'attache à un produit donné. Et on regarde en fait sur ce produit tout ce qui a été nécessaire depuis en fait l'extraction des matériaux dans la mine, les étapes de transformation, le transport, tout ce qui va autour. Euh, on s'attache à évaluer son impact sur l'environnement. Alors, on peut faire une analyse de cycle de vie monocritère, qui est l'analyse de cycle de vie carbone, l'empreinte carbone. Voilà, on peut faire l'étiquetage des produits sur cette base-là et donner un élément de mesure au consommateur, où on peut faire de l'analyse de cycle de vie multicritère, parce qu'il n'y a pas que l'aspect climat hein, qui est problématique, il y a aussi beaucoup d'autres aspects, les pollutions, etc. Euh, la surexploitation des ressources, etc. Donc voilà, donc simplement, je pense que l'objectif, c'est la décarbonation. Sur le bilan carbone, il faut bien retenir que quand même, l'idée, c'est que ça s'attache à une organisation et que ce qui est pris en compte, c'est un peu complexe et que c'est difficile de comparer entre deux organisations. Et c'est bien pour ça qu'on n'y arrive pas. Hein. Tout le monde a envie de le faire et en général, c'est le premier réflexe du chef d'entreprise, c'est de dire, bon, bah, alors je suis bon ou je suis pas bon? Où est-ce que je me situe par rapport à mon concurrent direct? Bah, la comparaison, elle est très compliquée à faire. Et donc, c'est vraiment un outil au service de la décarbonation de l'entreprise. C'est un travail d'introspection. Où en est l'entreprise par rapport à la question climatique? Et est-ce qu'elle est à risque? Qu'est-ce qu'elle doit entreprendre comme transformation pour, à l'avenir, être plus en phase avec les exigences réglementaires, avec l'évolution et les objectifs de la stratégie nationale bas carbone pour ce qui est des entreprises françaises? Simplement une petite réaction par rapport à ça. Je rejoins parfaitement le propos de non-comparabilité des bilans carbone en tant que tels, de manière brute, et c'est pas du tout ce qu'on porte à la société nouvelle. C'est pour ça qu'on procède à un retraitement et sans aller
dans le détail technique, mais bien sûr, on prend donc les postes d'émission directe et ensuite, par, euh, par traçabilité des flux comptables, on va chercher les émissions des fournisseurs. Mais c'est vrai que en fait, c'est l'objet de de ce retraitement. Sinon, en fait, on prendrait simplement la base ADEME et on ferait la comparaison sur la même base. C'est effectivement impossible puisque les périmètres sont différents. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais les questions de comparabilité dans la comptabilité carbone sont capitales et sont très lourdes. Il y avait un article du Monde qui parlait à la fois, à la fois des trous dans la raquette avec des entreprises qui ne publiaient pas, mais également des périmètres qui étaient différents et des déclarations qui étaient mal effectuées récemment. Et donc on se rejoint sur ce point-là, c'est-à-dire que le propos que je porte, c'est pas une comparabilité des bilans carbone, mais bien sur la comparabilité de carbone, de disposer d'outils qui permettent quand même de se positionner et de positionner sa performance extra-financière pour avoir un sens au niveau global et pas simplement à l'échelle de l'entreprise. Alors, Philippe, il y a un point quand même que tu as mentionné, tu as parlé de la comptabilité carbone comme un outil pour une analyse de risque. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la comptabilité carbone pour la matérialité simple. Donc, en fait, identifier l'impact que son entreprise a sur l'environnement, en l'occurrence sur le climat. Mais tu as parlé aussi de risques et de besoins de transformation. Est-ce que tu verrais aussi dans le bilan carbone un outil pour la double matérialité et notamment identifier les risques dits de transition? Alors, c'est une porte d'entrée pour commencer à aborder cette question-là. C'est sûrement pas un outil suffisant pour répondre à la question des risques qui se posent à l'entreprise. D'abord parce que ces risques sont multiples, il n'y a pas que le risque climat, mais même sur le risque climat, il y a d'autres techniques qui, notamment l'évaluation de- des risques qui sont liés, des risques physiques qui sont liés à l'évolution du climat ou des risques qui sont liés à l'évolution, à la transition, c'est-à-dire à l'apparition d'une nouvelle réglementation, de nouveaux comportements de consommateurs, etc. Tous ces risques-là ne sont pas évalués évidemment à travers le bilan carbone. Donc simplement, ce que je dis, c'est le bilan carbone, c'est une manière de commencer à toucher du doigt l'écart qu'il y a entre la trajectoire, on va dire, de l'entreprise, son positionnement, son organisation et les objectifs qui ont été définis au niveau européen et au niveau national. Et quand l'entreprise prend conscience de cet écart et du travail qu'il y a à faire, et que la transformation, elle va être compliquée, elle commence à toucher du doigt le fait que c'est un exercice qui est d'ordre stratégique. Et donc, elle commence à toucher du doigt le fait que si elle ne s'y attelle pas, il y a des risques majeurs pour sa survie à l'horizon 5 ans, 10 ans. Voilà. Donc, on sait qu'en général, les business plans se font à 5 ans. Là, on est sur des questions où on dit, bah, regardez un tout petit peu plus loin, regardez à 10 ans, où vous en serez dans 10 ans, vous êtes dans une situation extrêmement périlleuse et c'est bien la survie de l'entreprise qui est en jeu. Donc, à partir du moment où le bilan carbone permet de révéler ça, pour moi, c'est un outil qui commence à faire réfléchir le patron d'entreprise sur la dimension stratégique de ces questions environnementales. On n'est pas, vous voyez que là, déjà, on est très, très loin de la simple question de dire bah, j'ai rempli l'obligation réglementaire, j'ai fait mon rapport, j'ai coché. Non. Si le travail est bien fait, si le patron s'empare de ce sujet-là et l'analyse en profondeur, il doit normalement, ça doit être pour lui un révélateur. Et c'est le début de quelque chose. Voilà, c'est ça que je dis. Merci Philippe. Euh, pour entrer encore plus dans le dur du sujet, c'est sûr que là, on voit beaucoup d'utilité au bilan carbone, en tout cas quelques-unes qui sont importantes. Maintenant, pour qu'il soit vraiment utile, ce bilan carbone, pour qu'il serve ce pour quoi il est censé servir aux entreprises et aux collectivités, encore faut-il qu'il soit fait de qualité. Donc, j'ai une question pour tous les deux. C'est finalement, quels seraient les plus gros points d'attention dans le bilan carbone? C'est-à-dire ce qui fait qu'on va obtenir un bilan carbone de qualité. Je pense par exemple aux questions de granularité, de fiabilité des données. Et surtout, comment est-ce qu'on fait très concrètement? Enfin, quelles sont les bonnes pratiques que vous recommandez et appliquer chez vos clients
pour aller chercher ce niveau de qualité dans un bilan carbone. Donc finalement, c'est quoi un bilan carbone de qualité et comment est-ce qu'on fait pour l'obtenir? Je te propose, Philippe, de commencer, puisqu'après, Joris, tu pourras nous parler plus en détail de la Ouais. société nouvelle. Ok, très bien. Donc, un bilan carbone de qualité. Alors déjà, il faut se lancer une première fois dans l'exercice. Et il faut accepter que le premier bilan GES va être très imparfait. L'objectif, c'est d'avoir des ordres de grandeur au départ. Donc, pour que ça soit réussi, il faut quand même jouer l'exercice de manière honnête et évidemment être transparent avec le consultant ou transparent dans la manière d'évaluer les émissions carbone. Il y a une tentation claire du chef d'entreprise de dire: «Ah, mais non, mais ça, on ne le comptabilise pas, ça, c'est négligeable, ça va me pénaliser, etc.» Je veux dire, il ne fait que se mentir à lui-même. Ça n'a pas d'autre intérêt que. C'est un travail d'introspection, encore une fois, le bilan GES. Donc, il n'a pas intérêt à se voiler la face. Il ne fait que se mentir à lui-même. Il n'y a personne d'autre que ça intéresse finalement. Donc, la première chose à faire, c'est d'être transparent. Ensuite, la granulométrie, il faut qu'elle soit proportionnée au degré, à l'exercice. C'est-à-dire, si c'est le premier bilan GES, on va essayer de dégrossir le sujet. Donc, on n'a pas besoin d'entrer dans des trésors de détails, dans des. Non, l'objectif, c'est d'évaluer quels sont les postes principaux, de ne pas en oublier, donc d'essayer d'être exhaustif dans l'inventaire. Donc, la méthode est très bien faite et aide parfaitement à ça. Et puis, j'ai envie de dire une dernière chose qui me semble importante, c'est que un bilan GES, ça doit avant tout reposer sur des flux de matière ou des flux de grandeur physique. Voilà. Et il faut autant que faire se peut utiliser qu'en dernier recours tout ce qui est bilan GES basé sur des facteurs d'émission d'ordre monétaire. Voilà. Parce que les facteurs d'émission qu'on trouve dans les bases de données, hein, qui sont des facteurs d'émission monétaires, en fait, sont des évaluations qui reposent sur des moyennes, de moyennes, de moyennes, et donc qui n'ont pas beaucoup de signification au bout du compte, quoi. Et donc, si on veut vraiment rentrer dans la compréhension de ce qui se passe, il faut autant que faire se peut s'attacher au flux physique, évaluation de matière, évaluation voilà, des produits, des équipements, etc., des déplacements. Donc, il faut un peu de détails sur un certain nombre de postes clés. Et peut-être qu'on y reviendra après. La frustration, évidemment, notamment quand on fait le premier bilan GES, c'est qu'on s'aperçoit que malheureusement, il y a beaucoup d'informations qu'il n'est pas facile de récupérer. Il faut l'accepter. C'est un point de départ. Il faudra ensuite, progressivement, euh, dans les exercices suivants, approfondir les postes principaux. Sur cette question de points d'attention et points de vigilance à avoir, il y a plusieurs choses pour assurer justement la cohérence. Et là, je vais peut-être pas parler spécifiquement du bilan carbone, mais plus de la comptabilité carbone, puisque Philippe a déjà dégrossi le sujet et est bien plus expert que moi sur le bilan carbone. Mais pour assurer quand même une cohérence, il y a quelques points qu'on identifie dans les premiers retours micro à la fois anonymes sur notre système d'information et les premières publications qui émanent des entreprises qui ont déjà analysé leurs performances extra-financières grâce au système de la société nouvelle. Il y a premièrement, et tu en as parlé, les facteurs génériques utilisés qui sont inégalement renseignés. Ça pose plusieurs problématiques, notamment sur les biens manufacturés qui sont renseignés de manière très, très sporadique. Surtout qu'en fait, on s'aperçoit avec toutes les perspectives de l'analyse macroéconomique, mais que par exemple, l'origine des biens est très importante. L'origine des biens manufacturés et leur détail est très importante dans les ordres de grandeur des émissions, puisqu'en fait, en fonction, par exemple, du pays, on a un mix énergétique qui est complètement différent, carboné ou décarboné, et qui va complètement changer le contenu carbone du produit. Ce mapping-là doit y avoir un point de vigilance sur le mapping géographique des facteurs génériques, avec aujourd'hui un détail variable qui laisse une grande part d'incertitude. Le deuxième point qu'on identifie, les simplifications qui sont opérées sur le bilan carbone. Là, d'un point de vue simplement
statistiques. Par exemple, on a pris l'hypothèse du seuil d'ampleur qui est aussi nommé critère d'importance dans la norme ISO, qui est fixé indicativement à 80% pour les organisations. C'est le périmètre qui est défini dans la méthodologie bilan carbone. Et on se rend compte, en fait, bon, là, simplement sur données modélisées, mais en tout cas en simulant cette règle sur données modélisées sur tableau entrée-sortie, que, en fait, c'est une règle qui est non neutre en fonction des activités et donc qui va donner une représentativité toute particulière de la réalité de l'empreinte de l'entreprise, puisque par exemple, pour l'empreinte des consommations directes, on aura un écart de 5 points parfois entre la variation du secteur le plus impacté et du moins impacté, qui sont en l'occurrence le commerce et l'agriculture. Et si on raisonne en termes d'empreinte, c'est-à-dire le contenu carbone des produits et pas les consommations directes, cet écart est encore plus élevé puisqu'on a un écart très large avec, par exemple, l'agriculture qui perd 10% de son empreinte sur cette règle de 20%, ce critère d'importance. Et en fait, un secteur du commerce, donc là, dans les services, qui voit son empreinte divisée par deux. Donc là, on ne respecte même plus les ordres de grandeur quand on raisonne en termes d'empreinte et non pas donc de bilan carbone. Mais ça, je parle de comptabilité carbone ici et pas de bilan carbone. Le troisième point qu'on identifie, et on l'a aussi vu sur cette modélisation, mais aussi dans les retours que nous font les entreprises analysées, c'est la prise en compte des services qui sont à impact unitaire et monétaire, en tout cas en termes d'intensité, beaucoup moins impactant forcément que les consommations de biens ou les investissements de biens. Mais en fait, en fonction de l'activité, les flux peuvent être très importants et donc en fait, négliger les services dans le calcul d'empreinte peut être largement dommageable pour la précision du calcul d'empreinte. Philippe, tu voulais Ouais, réagir? non, juste un mot. Alors moi, j'aime pas du tout cette méthode qui est effectivement autorisée par législation de dire on ne prend en compte que 80% en fait, parce que c'est source de confusion. En fait, c'est normalement on doit prendre en compte tous les facteurs d'émissions, enfin pardon, toutes les émissions indirectes, toutes les sources d'émissions indirectes qui rassemblées représentent 80% des émissions totales de l'entreprise. Mais moi, j'ai jamais compris comment on fait pour savoir lesquels on va choisir sans avoir tout calculé. Donc, en gros, il faut tout calculer pour savoir lesquels on a le droit de négliger. Donc, c'est un peu absurde. Donc nous, on a résolu le problème de manière assez simple, c'est qu'on dit, bah non, il faut faire une évaluation de toutes les sources d'émissions. Et après, on voit celles qui sont négligeables. Et ben, celles qui sont négligeables, on les prendra moins en compte dans les actions à l'avenir. Mais voilà. D'ailleurs, je sais que tu nous parles régulièrement de la société, de votre positionnement à la société nouvelle. Je pense qu'il est peut-être un petit peu temps de lever le rideau et de nous dévoiler finalement ce que c'est que la société nouvelle et ce que vous proposez sur ces questions. Alors, je ne vais peut-être pas parler de comptabilité carbone, parce qu'en fait, ce que vous faites est beaucoup plus large, mais en tout cas de mesures environnementales, on va dire. Bien sûr, la société nouvelle, on porte depuis un peu plus de 2 ans maintenant un système d'information national sur l'impact extra-financier des entreprises. Donc, on a noué des partenariats et on continue d'en nouer avec des cabinets comptables qui réalisent les analyses pour leurs entreprises de manière à mailler à la fois le territoire et les activités de différentes analyses, grâce notamment pour une partie du bilan carbone, grâce aux factures. Et en fait, l'idée, c'est d'aller chercher à la fois l'impact direct de chaque entité. Donc, pour le coup, sur le gaz à effet de serre, il s'agit du scope 1, la consommation d'énergie pour la dimension énergétique. On a un panel de 12 indicateurs. Et la particularité, c'est qu'on va aller tracer à partir du fichier d'écriture comptable les flux économiques pour aller chercher l'empreinte du fournisseur, spécifique au fournisseur. Actuellement, si l'entreprise n'a pas été analysée, on utilise un facteur générique. C'est là une partie de mon travail à Société Nouvelle par modélisation, mettre une moyenne à la place justement de cette valeur observée. Mais donc, tout l'idée,
c'est de proposer à l'entreprise à la fois donc une analyse de ses impacts directs, mais aussi de sa chaîne de valeur. Tout ça dans une logique empreinte, c'est-à-dire que quand on va chercher l'empreinte du fournisseur, ce fournisseur-là aura également dans l'idée fait l'analyse et donc été cherché jusqu'au début de sa chaîne de valeur de manière redondante. L'idée aussi, c'est que ces données faites de cette manière-là assurent une comparabilité donc à périmètre constant, par exemple le scope 1 pour l'impact direct entre les entreprises, qui permet en fait de positionner la performance de l'entreprise par rapport à un certain nombre de données, par rapport à ses concurrents, par rapport à sa branche, par rapport au niveau national, et également pouvoir aussi décliner des objectifs à partir, tu en as parlé Philippe tout à l'heure, mais d'objectifs nationaux comme la stratégie nationale bas carbone pour le gaz à effet de serre, comme les programmations pluriannuelles de l'énergie pour l'énergie ou le plan national de prévention de déchets. En tout cas, tout un nombre d'engagements nationaux qu'on peut décliner en termes d'intensité et donc on peut positionner visuellement sur un graphique ou sous forme de tableau, en tout cas sous forme de données, on peut positionner l'entreprise et sa performance euh, au regard de ses concurrents, au regard de sa branche et au regard des objectifs nationaux par 2030 en l'occurrence, mais sur d'autres années, c'est possible aussi. Philippe, tu as l'air de vouloir réagir. Oui, non, juste une réaction rapide. Euh, je pense que c'est possible de remplacer un facteur d'émission monétaire d'un service, par exemple, je sais pas moi, d'un cabinet d'avocat ou d'un cabinet comptable, etc., de remplacer la moyenne nationale par un facteur d'émission qui a été calculé pour l'entreprise. Donc ça, je pense que c'est tout à fait possible de le faire. Et effectivement, c'est intéressant de le faire. En revanche, je pense que dans l'industrie, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la seule manière d'arriver à remplacer des facteurs d'émission un peu globaux par des choses un peu plus précises, c'est d'avoir les analyses de cycle de vie des produits qui sont achetés. Donc là, on rentre dans une comptabilité qui est beaucoup plus complexe, hein. Et donc voilà. Mais en tout cas, pour les services tertiaires, oui, je pense que ça présente un intérêt. Petite question qui fâche ou pas. Un avis tous les deux sur toutes ces plateformes qui proposent de faire directement le bilan carbone plutôt que de passer par un consultant qui utilise le fichier Excel mis par l'ABC. Parce que c'est vrai que d'un côté, certaines critiques, de l'autre, je me fais un peu l'avocat du diable, désolé Philippe, avec la quantité d'entreprises qui se retrouvent soumises à cette obligation de faire un bilan carbone, j'ai comme le sentiment qu'on a un petit déficit de consultants en comptabilité carbone sur le marché. Ouais. Donc, alors effectivement, il y a un outil de référence qui a été fait par l'ABC. Alors, il faut savoir, hein, vous avez évoqué Jean-Marc Jancovici tout à l'heure, le bilan carbone, en fait, c'est une marque déposée. Donc, on utilise le mot bilan carbone depuis tout à l'heure. En fait, c'est une marque déposée. Donc, c'est pour ça que j'aime pas trop l'utiliser parce que je sais que c'est rentré dans le langage courant, mais normalement, aujourd'hui, c'est une marque déposée. La loi parle de bilan GES et le bilan carbone, c'est un outil qui a été créé à l'origine par Jean-Marc Jancovici pour l'ADEME et qui, depuis 2011, est maintenu, développé, enrichi par une association qui s'appelle l'ABC et qui a une version Excel, qui a une version logicielle et maintenant, depuis peu, une version web qui est en ligne. Il y a beaucoup effectivement d'acteurs qui, devant la montée en puissance de la demande du marché en matière de comptabilité carbone, beaucoup d'acteurs qui ont développé leurs outils propres. Donc il y a toutes sortes d'outils. Et en fait, tous les outils ne font pas la même chose. Donc on ne peut pas faire une réponse générique et générale. Il y a différents types d'acteurs. Il y a des acteurs qui ont développé des outils et qui sont absolument, en termes de méthode, conformes au logiciel de référence, à la méthode de référence, qui est la méthode bilan carbone développée par l'ABC. Et d'ailleurs, l'ABC fait une évaluation et délivre sur son site internet, d'ailleurs, la liste des logiciels qui sont, on va dire, conformes à sa méthode, qui est la méthode recommandée par l'ADEME, hein, je rappelle.
Et puis, il y a des outils qui ne sont absolument pas conformes à la méthode, hein. Donc, on trouve aujourd'hui un peu de tout. On trouve des gens qui vous promettent de faire un bilan carbone en 3 clics, tout seul dans votre coin, sans avoir aucune connaissance sur le système, voilà, et de répondre ainsi à l'exigence réglementaire. Alors peut-être qu'ils vont arriver à convaincre qu'ils répondent à l'exigence réglementaire, mais ils se font du mal à eux-mêmes parce qu'ils passent complètement à côté de l'intérêt du bilan carbone. Ce que je disais tout à l'heure. Je vais donner un autre exemple. Je sais pas si dans la salle ou en ligne, il y a des entreprises de construction ou des maîtres d'œuvre ou des choses comme ça. Mais j'ai connaissance, par exemple, d'une entreprise de maîtrise d'œuvre qui, dans son bilan carbone, n'a pas comptabilisé les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au chantier qu'elle dirige. Donc, elle passe à côté du sujet. Elle se fait du mal à elle-même, en fait. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas à quel point son activité est dépendante de l'activité de construction. Et du coup, elle ne développe pas une réflexion stratégique pour voir comment elle va être impactée et comment elle va réfléchir à ça. Donc, ce genre de questions, évidemment, si on fait tout seul 3 clics dans son coin sur un outil qui vous sort un chiffre dont la crédibilité et le caractère réaliste sont sans doute sujets à caution, elle passe de toute façon complètement à côté de ce sujet-là, quoi. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Donc, de toute façon, les outils, il y a des outils qui sont très bien, voilà, à côté du bilan carbone. Il faut savoir les utiliser. Et surtout, un outil, ça ne reste qu'un outil. À côté de ça, il y a un accompagnement, il y a une finalité, c'est la construction du plan de transition, etc. Donc, moi, je pense que soit l'entreprise a en interne les compétences pour faire tout le travail, et c'est très bien, soit si elle n'a pas cette compétence-là, il est souhaitable, dans un premier temps, de se faire accompagner par des professionnels qui vont l'orienter et qui vont lui permettre ensuite de devenir autonome sur le sujet. J'aurais un avis beaucoup moins renseigné et technique que Philippe sur le sujet, mais ce que je sais, c'est que on a besoin de données. Si certaines entreprises ont justement des difficultés financières ou des facilités à aller vers un type de solution, ça peut être bénéfique sur le nombre de données qu'on a et le nombre d'analyses. C'est déjà une démarche d'effectuer et un premier pas. En revanche, ça pose effectivement un grand souci, c'est celui de la représentativité de la méthode. C'est-à-dire que effectivement, si là, j'ai pas d'avis renseigné sur le sujet, mais je crois Philippe volontiers, si ce bilan carbone ne vaut rien, c'est vrai que il y a ces deux dimensions à prendre en compte. À la fois, il nous faut de la donnée, il nous faut des bilans carbone peu coûteux pour certaines organisations, puisque c'est voué à se généraliser cette comptabilité carbone, cette stratégie bilan GES. Mais de l'autre côté, il faut quand même quelque chose qui soit solide et une donnée qui soit fiable. Sinon, en fait, à quoi bon? Alors, on a parlé de l'utilité du bilan carbone, enfin de la comptabilité carbone. On a parlé de, on va dire, ce qu'il fallait quand même faire pour qu'à la fin, il y ait un joli rapport qui soit fiable, qui soit exhaustif, en tout cas qui serve à quelque chose. Ce rapport a été sorti et maintenant, je le rends à mon chef d'entreprise. Qu'est-ce que j'en fais? Donc là, c'est un petit peu la suite de l'histoire. C'est-à-dire que ce bilan carbone, il faut l'exploiter. Donc, quelles sont les prochaines étapes? C'est-à-dire comment vous l'exploitez aujourd'hui, comment vous conseillerez les entreprises avec lesquelles vous avez des liens pour utiliser ce bilan carbone pour aller vers une feuille de route, pour travailler sa stratégie, que ce soit en termes évidemment, d'utilisation dans la stratégie de l'entreprise, de pilotage, de gouvernance. Assurément, la première chose à faire, ce serait de le publier, de le rendre disponible, de faire la transparence, de donner de l'information aux parties prenantes sur les impacts de l'entreprise. Ça peut paraître bête, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ne publient pas ou ne rendent pas facilement accessible leur, leur bilan carbone ou leur bilan GES. En fait, assurément, l'idée, c'est de le publier alors sur une plateforme de préférence, sur une plateforme commune avec d'autres entreprises comme par exemple celle de l'ADEME.
L'idée, c'est de faire la transparence pour, par exemple, par secteur ou par euro de valeur ou pour les flux de consommation, avoir des ordres de grandeur sur les impacts des entreprises parce que plus justement on maille les analyses et plus on a des ordres de grandeur. Si on rapporte à la valeur ajoutée, par exemple, peut-être pas au chiffre d'affaires, mais à certains agrégats économiques, on pourrait en discuter. Mais les ordres de grandeur sont quand même très importants pour à la fois le chef d'entreprise, les décisionnaires dans l'entreprise et l'ensemble des parties prenantes. L'idée aussi, du coup, pour l'entreprise en tant que telle, mais pour l'ensemble, je répéterai mon propos, mais ce serait de se positionner, puisqu'au final, sur une activité donnée, un secteur d'activité, ou même localement sur une région, il peut être important d'identifier les vecteurs de la transition, là où il faut travailler, et pas de manière négative pour taxer ou faire disparaître une entreprise, mais simplement pour travailler main dans la main en coopération et pouvoir identifier, savoir qui réellement est vecteur justement d'émissions, si on parle de carbone, ou d'impact extra-financier de manière plus générale. Et en fait, se positionner, c'est pour nous, en tout cas, et c'est ce qu'on porte, le nerf de la guerre et les recommandations pour l'exploiter, parce que c'est ça qui fait l'intérêt, au-delà du bilan carbone, de la stratégie de l'entreprise d'année en année et de son plan d'action. Ça ajoute un intérêt, le fait de pouvoir se positionner, et pour moi, c'est pas substituable, c'est complémentaire, et ces deux approches font tout l'intérêt de la réalisation d'un bilan carbone. Il y a aussi la constitution d'objectifs par poste d'empreinte. Et je dis empreinte là parce que je veux me différencier des plans d'action dans le sens où on a remarqué, donc là par analyse plus globale à l'échelle méso, qu'il y a beaucoup de secteurs où l'enjeu, ce sont les consommations. Ce sont les consommations de capital, ce sont les consommations intermédiaires, le capital circulant. En tout cas, l'idée, c'est aussi de réorienter les flux par les fournisseurs. L'enjeu n'est pas forcément en interne, l'enjeu est aussi dans les parties prenantes. Et enfin, et je finirai par là, les recommandations, c'est vraiment d'avoir un accès aux données le plus facile possible, parce que ce soit à l'échelle micro, à l'échelle méso ou à l'échelle macro, on a encore beaucoup, beaucoup de mal à avoir l'ensemble des données qui sont disponibles sur le territoire, sur les bilans carbone qui sont réalisés, mais même sur les autres dimensions, sur les bases de données, à avoir un accès libre aux données, avec parfois des requêtes qui sont longues et souvent donc pas accessibles, ou alors même des bases payantes. Et sur un sujet aussi important que la transition, c'est quand même un peu dommage. Donc oui, donc la finalité du bilan GES, c'est effectivement d'arriver à un plan de transition. Donc c'est-à-dire, c'est de mettre l'entreprise en marche sur une trajectoire qu'elle aura choisie et qu'elle aura définie de décarbonation, qui sera aussi proche que possible des objectifs de son secteur d'activité dans la stratégie nationale bas carbone. Donc voilà, son objectif, c'est ce plan de transition. Ce plan de transition, il comporte plusieurs aspects. Il y a des aspects d'organisation, de planification, d'identification des acteurs qui vont porter cette transformation dans l'entreprise. Et puis après, en fonction des sources d'émissions, il y a des actions qui sont plus spécifiques et qui sont attachées à chaque domaine d'activité. Par exemple, ça peut être remettre en question la politique de mobilité dans l'entreprise, la politique de transport, ça peut être réfléchir à optimiser le parc immobilier qui est utilisé. Si on s'attache aux entreprises industrielles, on va vite arriver à la question des achats, et même pour les entreprises tertiaires, hein, mais pour les entreprises industrielles, la question des achats, la question du fret, des marchandises, dans une moindre mesure, en général, est importante. Et donc, la question des achats, ça veut dire s'attaquer à sa chaîne de fournisseurs. Ça veut dire commencer effectivement à se poser des questions, de savoir
Mais finalement, nos fournisseurs, les produits qu'on achète, ils en sont où eux-mêmes en matière de comptabilité carbone, en matière d'évaluation. On va commencer à s'intéresser aux zones géographiques d'où proviennent les produits, peut-être à de la relocalisation de certains secteurs industriels. Comme on le disait, je crois en début de réunion, ça dépend des pays. La France, on a la chance d'avoir une électricité peu carbonée et donc d'être en capacité de faire un certain nombre d'opérations de transformation qui sont beaucoup moins carbonées que si elles sont faites dans d'autres pays. Donc il y a aussi cet aspect-là. Voilà. Donc c'est tout ce plan de transition, plan de transformation qui doit être enclenché à l'issue en fait, du bilan GES. Et ça dépend évidemment, de l'intention de départ, de l'engagement que prend le chef d'entreprise dans cette étude et de sa volonté d'entamer un programme de transformation de son entreprise. J'ai une petite question bonus pour vous. Et là, donc, on a parlé du bilan carbone tel qu'il est fait aujourd'hui. Là, on parle du bilan carbone, tu l'as bien dit, hein, Philippe, c'est quand même un abus de langage. Maintenant, c'est vrai que si on regarde les autres méthodologies, je pense au GHG protocole, il n'y a pas non plus de différence fondamentale dedans. Genre, moi, quand je donne une formation, je dis, bon, en première approche, on va dire que c'est pareil. Mais là-dedans, est-ce que dans cette manière de faire, dans cette nomenclature, s'il y avait d'un coup de baguette magique, on pouvait revenir en arrière et revoir, hein, susurrer à l'oreille des personnes qui ont pondu ces méthodologies, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez envie de leur dire à l'oreille? Parce que c'est vrai que moi, je me revois dans mon ancienne entreprise à faire moi-même un bilan carbone, et puis on se retrouve avec un bilan à la fin, et on se dit, bon, bah voilà, les achats, c'est tant. On peut les décomposer par, on va dire, on peut les décomposer par sources un petit peu plus fines avec les différents types d'achats qui ont été réalisés. Mais maintenant, en général, la question qui m'était posée, c'était OK, so what? Qu'est-ce que j'en fais? Donc, est-ce que vous pensez que la nomenclature actuelle du bilan carbone est vraiment, on va dire, appropriée? Est-ce que vous aimeriez, vous, apporter des modifications si vous aviez ce pouvoir-là, même de manière complètement magique? Vaste question. Alors, j'avais pas vu, Je te je sais prends un pas peu en si elle traite. était bonus ou si elle est surprise. Ah non, D'accord. non, elle est bonus et surprise. D'accord, ok. Alors déjà, le GHG protocole aujourd'hui, effectivement, il est proche du bilan carbone, ou du bilan GES, enfin, ou de la méthode bilan carbone, ouais, de l'ABC, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et d'ailleurs, quand on regarde dans ce qui se passe dans un certain nombre de pays anglo-saxons, et je parle en connaissance de cause parce que j'ai fait il n'y a pas longtemps un bilan GES d'une entreprise qui est en Nouvelle-Zélande, on constate qu'il y a un écart encore très conséquent dans l'appréhension de l'exercice. Parce qu'il y a des traces très ancrées du GHG protocole qui, en gros, négligeait, voilà, hein, historiquement, négligeait complètement tout ce qui était émission indirecte et s'intéressait finalement à ce qui était émission directe et à l'énergie, quoi, en gros. Voilà. Et donc, ne s'intéressait pas du tout à tout ce qui était émission indirecte. Alors, le GHG protocole a rattrapé son retard. Maintenant, on est pratiquement au même niveau. Et donc, c'est très bien. Voilà. Donc, j'ai noyé le poisson pour ne pas répondre à la question. Non, mais j'avoue que j'ai pas de réponse évidente qui me vienne comme ça à l'esprit. Donc, je vois pas de défaut particulier. Ce qui est essentiel, ce qui est positif, c'est que l'exercice nous permet vraiment de faire un inventaire complet. Donc après, la structuration, l'organisation, peut-être qu'on pourrait la faire évoluer, mais en tout cas, il y a pas de sujets qui sont laissés de côté. Voilà. J'aurais pas d'avis particulier sur le sujet, je travaille plus à l'échelle macro. Je vous aurais pas donné un avis très peu renseigné sur le sujet. Ouais, une petite dernière bonus et surprise. Premier, il n'est pas méchant, et puis on passera la parole à la salle. Un avis sur le référentiel NZD de Carbone 4? Non, pas Joker. Je rappelle quand même de quoi il s'agit sur ce référentiel, c'est-à-dire que Carbone 4 euh, dit, voilà, c'est bien beau, en fait, on a la comptabilité habituelle, c'est-à-dire les émissions de carbone qui sont directement associées aux opérations de l'entreprise, bon, en gardant ces notions de scope 1, scope 2, scope 3.
Mais derrière, beaucoup d'entreprises ont envie de valoriser, de montrer en fait qu'elles ont un impact sur l'empreinte carbone des autres et aussi ces éternelles questions de compensation carbone. Donc, ils proposent de rajouter ce qu'ils appellent un pilier B, donc en plus du pilier A qui est la comptabilité carbone traditionnelle, qui permet par exemple pour un vendeur de pompe à chaleur de dire, bah, in fine, en fait, moi, quand je vends une pompe à chaleur à quelqu'un qui l'achète pour remplacer une chaudière à fioul, bah, en fait, j'ai un impact négatif sur les émissions de CO2 à l'échelle mondiale, parce que j'ai aidé quelqu'un à se décarboner. Maintenant, on ne va pas non plus dire que on va le retirer du bilan carbone de l'entreprise. Ça, ce serait malhonnête. Il faut le traiter à part. Donc, on va plutôt avoir une triple comptabilité. Il y a ce qui est associé, ce qui est directement émis via mes activités. Alors, en prenant en compte le scope 3, donc directement et indirectement émis pour permettre mes activités. Et je vais comptabiliser à part, sans jamais avoir le droit de les additionner ou de les soustraire, l'empreinte carbone que je permets d'éviter chez les autres. Et un pilier C, qui est vraiment de la le troisième métrique qu'on a le droit de publier, qui est là cette fois associé à la compensation carbone, ce qui doit permettre aux entreprises qui ont ce genre d'initiative de communiquer dessus, parce que c'est vrai que planter des arbres, c'est pas si mal que ça non plus, à condition que ça n'empêche pas, enfin, que ce soit pas à la place d'actions de réduction et d'éviter justement ce côté greenwashing à soustraire des choses qu'on ne devrait pas soustraire. Ouais, ouais, non, juste un mot sur cet aspect-là. Euh, Vraiment, nous, à la PCC, l'ABC est sur cette ligne-là aussi, et je pense que c'est quand même la philosophie française, aussi à l'ADEME, etc. On insiste, et tu as raison de le souligner, sur le fait que il faut bien séparer les variables. On ne peut pas, on ne peut pas compter des émissions carbone négatives. Voilà. À partir du moment où on commence à rentrer dans ce jeu-là, on prend un risque et on commence à rentrer dans la confusion des gens, et y compris, on commence à courir le risque de flirter avec le greenwashing. Et pour ce qui est de la compensation, et pour ce qui est de la compensation, elle pose quand même problème. D'une part, planter des arbres, on ne sait pas quelle va être la durée de vie de ces arbres, si même ils vont survivre. Donc, du fait du changement climatique. Donc, ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'on parle d'un côté d'émissions qu'on met tout de suite dans l'atmosphère, et qu'en face, on parle de compensation de choses qui vont durer qui vont, voilà, qui vont pouvoir être mis en œuvre au bout de dizaines d'années, quoi. Donc, on ne parle pas de la même chose, quoi. Donc, la compensation, c'est vraiment un sujet très, très, très risqué. Alors, c'est vrai que là, tu es revenu sur la compensation, mais c'est vrai que ce que je trouve à titre personnel intéressant dans le pilier B de Carbone 4, c'est que ça permet par exemple de valoriser une entreprise qui, par exemple, vend des vélos ou je parlais de pompes à chaleur. En fait, cette entreprise-là, on n'a pas envie que son bilan carbone baisse dans les années qui viennent. Au contraire, on a envie que son chiffre d'affaires explose et son bilan carbone avec. Ouais. Oui, mais Que- ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, en fait, tu as absolument raison, hein. On cherche pas à comparer deux entreprises, le bilan carbone de deux entreprises. C'est pas, ça n'a absolument aucun intérêt. Et ça, là-dessus, sur les limites, et promis, je passe à la slide. Puis une petite anecdote que j'ai trouvée assez rigolote, hein. J'ai accompagné à une époque une association qui s'était posé des objectifs de décarbonation. C'est-à-dire qu'elle a voulu se décarboner sur un horizon de 5 ans, faire baisser son bilan carbone de 30 à 40%. Je sais pas, ok, intéressant de se poser un objectif, mais maintenant, en fait, c'est quoi votre activité? Alors, en fait, nous, on apporte à manger dans les pays qui sont en guerre où il y a des risques de famine. Bon, là, vous avez peut-être deviné quelle est l'association qui se cache derrière, mais je ne prononcerai pas son nom. Et là, mais c'est quoi le gros de votre empreinte carbone? Bah, c'est le fret des denrées alimentaires et les denrées alimentaires elles-mêmes. Et ça, vous avez prévu de le diminuer parce que j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de bœuf dans ce que vous vendez. Ah non, je confirme, hein, c'est quasiment que des légumineuses et des céréales. D'accord? Et on est bien d'accord que acheter local, c'est pas possible, sinon il n'y aura pas besoin de vous. Bah, je confirme.
Alors du coup, pourquoi vous avez pris un objectif de réduction bas carbone? J'avoue, j'ai eu un blanc. Donc comme quoi, finalement, se poser des objectifs se pose aussi un peu la question de ce que ça implique derrière. Oui, effectivement. Après, on touche aux questions politiques, c'est-à-dire qu'il y a certains secteurs d'activité où absolument il faut envisager de la croissance et du développement. C'est-à-dire, typiquement, on a plutôt intérêt à développer le ferroviaire. Développer le ferroviaire, ça va vouloir dire effectivement construire du matériel roulant, etc. Donc de l'empreinte carbone. Donc, effectivement, on ne peut pas raisonner de manière complètement isolée. Ça, c'est sûr que la question de la finalité de l'activité de l'entreprise est une question importante. Je vous remercie tous les deux. Est-ce que on a une première question de la salle et puis après on va parler sur Zoom. Là, je vois au fond. Hop. Ah, merci Christiane. Alain Edelberger, je travaille dans le secteur des déchets et enfin bref, de l'industrie en général. Ma question est la suivante. Est-ce que le gouvernement a prévu de mettre en place, peut-être que ça existe déjà, un corps d'inspecteurs qui va vérifier que les plans de réduction d'émissions de GES annoncés par les entreprises sont bien tenus et que ils sont conformes à la trajectoire applicable à l'entreprise en question si on la décline à partir de la SNBC. Un peu à l'image des DREAL pour l'industrie, pour les installations classées pour la protection de l'environnement. Pour ce qui est de la vérification, je laisserai peut-être Philippe répondre, peut-être qu'il a des éléments. Simplement sur les objectifs déclinés à l'échelle de l'entreprise par la SNBC. D'ailleurs, la SNBC 3 va sortir en consultation dans les prochaines semaines ou prochains mois après les programmations pluriannuelles de l'énergie qui sont sorties la semaine dernière. Euh, la, la granularité n'est pas assez fine en fait pour transposer de manière directe, fixe et la prohibitive avec peut-être une taxe ou une sanction si la réglementation n'a pas été respectée pour directement appliquer la SNBC à l'échelle de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut donner une indication par grand secteur. Dans la SNBC 2, je crois que c'était 5 ou 6 secteurs qui étaient dotés d'objectifs. Mais en tout cas, on verra la SNBC 3 et la consultation prochainement, mais en tout cas, la granularité de la SNBC pour l'instant et de l'ensemble en fait, des objectifs nationaux n'est pas encore assez suffisante pour, en tant que telle, être une référence légale en termes de sanctions, je pense, puisque 5 ou 6 secteurs, loin d'être suffisants pour vraiment répondre et faire écho aux réalités des entreprises. Tout ce qui est contrôle des bilans GES aujourd'hui, c'est un point faible clairement du dispositif. Il n'y a rien de prévu. Il n'y a rien de prévu, il n'y a pas de système de contrôle, donc chacun fait son exercice comme il veut. Ça peut être complètement faux, il n'y a personne qui va venir contrôler ou dire que ce que vous avez fait, c'est faux. Mais comme je le disais auparavant, finalement, on ne se leurre que soi-même, hein. L'exercice du bilan GES, l'objectif, c'est de savoir où on en est, où on va, etc. La seule obligation qui existe aujourd'hui, c'est de faire un bilan GES. Elle est applicable à un certain nombre d'entreprises et la seule chose qui commence à être contrôlée, c'est est-ce que les bilans GES ont été faits. Ça commence à être contrôlé. On commence à voir des amendes tomber, ce qui n'était pas le cas jusqu'à peu. Donc ça, on voit quand même un tournant. Et pour avoir eu des échanges avec le ministère de la Transition écologique il y a peu, je peux vous dire que la tendance, c'est plutôt de se dire qu'on va axer le système de contrôle plutôt autour de la directive CSRD. Voilà, c'est plutôt ça la philosophie. Euh, c'est euh, c'est de faire la CSRD d'en faire la référence. Et il y a des réflexions en cours pour essayer d'aligner la réglementation, la législation actuelle bilan GES pour la faire converger avec le dispositif CSRD. Mais
peut-être un mot encore, c'est ne vous trompez pas. Normalement, sauf si évidemment il y a des élections qui font que des gens qui ont des positions complètement différentes arrivent au pouvoir. La logique, c'est quand même qu'il y ait un durcissement progressif de la législation, des systèmes de contrôle dans les années qui viennent. Et c'est dans l'intérêt des entreprises, de toute façon, parce que sinon elles vont se prendre des murs. Francis, Christiane, est-ce qu'on a des questions à distance? Oui, il y a des questions. Donc, je ne pose pas celles qui ont déjà reçu des réponses, par exemple celle sur est-ce qu'on peut distinguer deux fournisseurs pour choisir le moins carboné. Et donc, mais je vais poser une question qui n'a pas été posée, qui a été posée par Ambroise Idouane. Bonjour. Au sein du scope 3, on a l'impression de jeter pêle-mêle toutes sortes de catégories, pas forcément comparables. L'entreprise est plus ou moins... Oui, c'est ça. L'entreprise est plus ou moins responsable des impacts étudiés. Comment fait-on pour hiérarchiser, ordonner, sélectionner les différents impacts inclus dans le scope 3? Est-ce qu'on tend vers une standardisation du scope 3? Je livre la Ouais. question. Elle est écrite. Je prends la réponse. Donc, au-delà de la loi, on a aujourd'hui un guide méthodologique qui dit comment faire un bilan GES, hein, qui a été établi par l'ADEME et le ministère de la Transition écologique. Ce guide méthodologique, donc, est assez précis sur la manière d'évaluer. Alors, non plus le scope 3, on l'appelle plus scope 3 en France, on appelle maintenant les émissions indirectes. Et ce qui était avant le scope 3 est devenu maintenant les catégories 3, 4, 5 et 6. Euh, donc, en fait, l'objectif, c'est bien d'être exhaustif, quoi, hein. C'est bien effectivement de prendre en compte toutes les émissions, quelle que soit l'origine, et d'essayer de voir comment l'entreprise, par son activité, induit un impact sur le climat. C'est bien ça l'objectif. Et encore une fois, on n'est pas dans une logique d'essayer d'évaluer si l'entreprise elle est vertueuse ou pas vertueuse. C'est pas ça. L'objectif, c'est d'essayer d'évaluer que l'entreprise elle-même évalue qu'est-ce qu'elle peut améliorer dans son activité, dans son organisation pour réduire son impact sur le climat. C'est bien ça la démarche. Christiane, il y avait beaucoup de questions derrière. Bonsoir, Olivier Descoux, du cabinet d'Amis Environnement. Euh, donc moi, la question que je posais, c'était sur la CSRD. Ça fait un lien avec une des dernières questions de Damien. Et c'est la question sur les éventuelles méthodologies, enfin, l'évolution de la méthodologie pour inclure les questions de seconde matérialité, euh, donc l'impact de l'environnement, de l'extérieur sur l'entreprise elle-même et la standardisation éventuelle de méthodologie. Merci. Alors, le bilan GES ne répondra pas à cette question. Le bilan GES, l'objectif, c'est d'évaluer l'impact de l'entreprise sur le climat. Et, y a pas, et pas l'inverse. Après, il y a d'autres outils, hein. Tu citais Carbon 4. Carbon 4 a développé un outil, une méthode pour évaluer, par exemple, les risques physiques qui résultent des évolutions climatiques qui s'appliquent à l'entreprise, la méthode OCARA. Voilà. Et donc, il y a d'autres méthodes d'évaluation, mais ce ne sera pas le bilan GES, en tout cas. Ce n'est pas sa finalité. Et tu en as cité. Après, la stratégie de non, la stratégie de décarbonation, c'est la méthode de référence, c'est la méthode ACT, pas à pas. Après, l'évaluation des risques, il y a deux grandes catégories de risques, hein. Il y a les risques physiques et les risques de transition. Les risques physiques, la méthode d'Ocara, pour moi, c'est la méthode que je connais et celle qui me semble être la plus aboutie aujourd'hui. J'en vois pas d'autres qui soient à ce niveau-là. Et après, les risques de transition, c'est un exercice traditionnel d'évaluation des risques, comme on en fait dans toutes les évaluations d'analyse stratégique, avec une dimension prospective.
Mais voilà, il y a pas de méthode décrite aujourd'hui que je connaisse qui fasse référence. Est-ce qu'on a encore une question à distance? Oui, on pense à Oui, vous. donc je vois une question de Bernard Comré. Bonjour. La limite à 500 employés pour l'obligation de bilan GES au 1er janvier 2024 concerne-t-elle l'entreprise ou l'établissement au sens de l'INSEE, Sirène Sirette? La filialisation en sous-traitant permet-elle d'éviter l'obligation réglementaire ou de la retarder si celle-ci évolue dans le temps, même si cela consiste à se mentir à soi-même, comme cela a été bien expliqué? Bon courage. Je te laisse répondre si tu veux, mais pour moi, les choses sont claires, c'est le sirène qui compte. Et voilà, c'est ça qui fait foi. Et donc, effectivement, on peut découper une entreprise en plein de petits morceaux. Et on peut échapper du coup aux effets de seuil, mais ça, c'est vrai comme pour tout. Voilà. Après, il y a possibilité, c'est une nouveauté qui a été introduite dans la loi de juillet 2022. Au lieu de faire 5 ou 6 bilans GES par entreprise, de faire un bilan GES global pour un groupe. Voilà. Donc, de simplifier l'exercice pour les structures plus grandes. Oui, bonsoir. Jean-François Bouilly. Alors, je travaille dans la finance, dans la gestion d'actifs. Ben, mon quotidien est plutôt la SFDR plutôt que CSRD. Mais je voudrais rebondir sur une remarque que vous avez faite sur la non-comparabilité. Parce que moi, dans mon quotidien, je compare des tas d'entreprises entre elles dans leur bilan carbone et autre chose. Donc, est-ce que je fais tout mal Bah, ça- pouvez-vous expliquer pourquoi on ne peut pas comparer? Alors, je ne sais pas si vous avez entendu l'exemple que je vous ai donné sur les centres commerciaux. Oui, bah, c'est un exemple, voilà. Mais après, l'exemple, on peut l'étendre à plein de choses, hein. Vous savez, par exemple, si je prends une entreprise industrielle, vous allez trouver dans un secteur une entreprise industrielle, je ne sais pas, moi, par exemple, qui fait des biens de consommation, qui fait, je ne sais pas, on va dire, par exemple, des ustensiles de cuisine. Bon. Elles vont être dans la même catégorie euh, d'un point de vue administratif, mais en fait, elles font peut-être pas du tout les mêmes produits. Il y en a une qui va faire, je ne sais pas, des casseroles, l'autre qui va faire des poêles, une troisième qui va faire des assiettes et des couverts et je sais pas quoi. Et donc, elles peuvent avoir des bilans carbone qui sont complètement différents. Il faut savoir que pour les entreprises industrielles, l'essentiel de l'impact provient en général des matériaux utilisés. Mais donc, vous voyez, et donc comparer le bilan carbone de deux entreprises du même secteur, c'est très compliqué. Vous voyez? Je voudrais rebondir sur votre exemple du ferroviaire. Euh, Imaginons que je préfère investir dans Alstom que dans Renault, hein, deux entreprises industrielles. Le bilan carbone peut être une indication en me disant, voilà, le bilan carbone de ces deux entités industrielles est comparable. Par contre, il y en a une qui effectivement a une logique à terme qui est plus favorable que l'autre. Est-ce que ça peut être une façon de raisonner? Et mon portefeuille, en tant qu'investisseur, a le même bilan carbone aujourd'hui, mais j'ai arbitré Alstom par Renault. Oui, alors, donc effectivement, mais là, vous voyez bien qu'on ne compare pas finalement leur bilan carbone, on compare finalement le positionnement de l'entreprise et leur finalité. Donc, on n'est plus. Après, il y a un autre outil qui est utile, que vous connaissez, c'est la taxonomie. La taxonomie européenne permet de savoir effectivement si cette entreprise a un intérêt du point de vue de la transition ou pas. Voilà. Après, comparer deux bilans carbone de deux entreprises qui, quand bien même, sont dans le même secteur d'activité, c'est un exercice qui est très compliqué. Voilà, c'est ce que je dis. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible, je ne dis pas que c'est dénué d'intérêt, ça peut avoir un intérêt, mais c'est un exercice qui est très, très compliqué. Non, Francis, s'il y a une question. Ah, effectivement, ouais, c'est Jacques.
Merci. Oui, alors j'ai une question, plutôt peut-être un avis d'expert, mais je vais donner le contexte. Donc moi, c'est une question autour de la neutralité carbone, hein, qui est un objectif 2050, et aussi de la compensation carbone. Je vais prendre le cas pratique de mon entreprise, hein, ça va être plus simple. Donc moi, je travaille chez Aaron Mono, je travaille chez Coesio. On est un gros fournisseur d'IT. Donc on fournit à des PME, TPE, du matériel informatique, des photocopieurs à 100 000 clients, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. On est quand même une grosse boîte. On a fait un scope 1, un scope 2, ça fait 3 ans. Donc voilà, on s'est heurté au sujet de data dont vous parliez. Et ça y est, on attaque le scope 3 ou les émissions en direct. Donc qui d'ailleurs vont écraser totalement en termes de valeur, évidemment, le scope 1 et le scope 2. Et donc on s'est lancé dans les analyses de cycle de vie des produits. Donc on a contacté Dell, Lenovo, HP. On leur a dit, ben voilà, vos produits, leur cycle de vie. Donc ils étaient très bien outillés d'ailleurs, très contents quand on leur pose des questions. C'était intéressant. Ah bah enfin, des gens qui viennent. On a mis du temps à récolter de la data. Merci de nous poser les questions. Voilà, donc aujourd'hui, un PC HP, c'est 11 kg de CO2 hein, sur son cycle de vie. Il est produit en Asie, il a un schéma. Donc on va compter sur HP pour baisser ça. C'est sûrement dans cet objectif aussi. Néanmoins, quand on réfléchit à cette trajectoire carbone neutrale, donc il va la baisser, mais il ne va pas la réduire à zéro. Donc à quel moment il y a d'autres leviers que la compensation carbone, qui est évidemment très décrié, vous en parlez, hein, planter des arbres, c'est pas le moins. Donc quels sont finalement dans les clients que vous accompagnez des gens qui ont des plans de neutralité carbone à 2050 qui n'ont pas de compensation? Et s'il y a de la compensation, c'est quoi une bonne compensation carbone? Voilà. Alors, moi, j'aime pas du tout la notion de neutralité carbone à l'échelle d'une entreprise. En fait, je considère même que c'est quasiment du greenwashing. Ça n'a pas de sens, en fait. C'est une notion qui n'a pas de sens. La notion de neutralité carbone, elle a du sens à l'échelle planétaire. C'est l'objectif qu'on doit atteindre. Après, à l'échelle d'une entreprise, ça n'a pas de sens pour la raison qu'on a évoquée tout à l'heure. C'est que, euh, par exemple, utiliser l'informatique pour réduire un certain nombre de transports, si ça démontre que l'utilisation de l'informatique, effectivement, permet de réduire l'empreinte carbone globale, c'est intéressant. Et donc, l'entreprise qui est sur ce maillon de cette chaîne-là, on ne va pas forcément lui demander d'atteindre la neutralité carbone. Ce n'est pas un objectif en soi. Donc, atteindre la neutralité carbone à l'échelle d'une entreprise, ça n'a pas de sens. Et ça ne peut pas être un objectif en soi. Voilà. Donc ça, je veux dire, après, il faut se poser la question de la finalité de l'activité de l'entreprise. Et vous avez évoqué autre chose qui est important, c'est toutes les entreprises ne sont que le maillon d'une chaîne. Il y a des fournisseurs en amont, parfois il y en a en aval, et malheureusement, réduire le bilan carbone, le bilan GES de l'entreprise, ce n'est possible que si la chaîne de fournisseurs fait le travail en amont. Donc on n'est que le maillon d'une chaîne. Donc voilà, il faut accepter qu'on est dans cette logique-là. Est-ce que le fournisseur il est tenu de faire un bilan carbone aussi de son côté? Parce que ça va être compté 2 fois du coup. Pas forcément, ça dépend ça dépend de la taille et de la nationalité du fournisseur. Si c'est un fournisseur européen, il va être contraint par la CSRD. S'il est tout petit, ben, il pourra échapper. Mais de plus en plus, aujourd'hui, les grandes entreprises mettent la pression sur leurs fournisseurs, y compris PME, pour avoir des bilans GES. Il y a certaines grandes entreprises en France, je ne sais pas, il y en a peut-être ici qui sont représentées ou à distance, qui aujourd'hui commencent à mettre comme condition pour rentrer dans le panel de fournisseurs d'avoir fait un bilan GES dans les 18 mois qui viennent ou dans les 24 mois qui viennent. Et ça devient une condition. Il y a d'ailleurs des dispositifs de subvention, de subvention, d'aide qui sont proposés par BPI France pour justement toutes les entreprises de moins de 500 salariés qui sont pour qu'elles fassent leur premier bilan GES. Donc, c'est un mouvement d'ensemble. Tout le monde est en train aujourd'hui de s'y mettre. Oui. Sur ce sujet, simplement pour rajouter par rapport à cette question, il y a eu une expérimentation en fait quand même pour les fournisseurs extra-européens aujourd'hui sur les secteurs qui sont concernés par le carbone européen d'ajustement aux frontières qui s'appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui va bientôt être généralisé, je crois, l'année prochaine. Alors, si aujourd'hui il est décrié parce que son
son spectre est trop limité. En tout cas, ça va donner une certaine obligation pour certaines entreprises, certaines grandes entreprises exportatrices en Europe, de devoir compter le carbone. Après, la question, c'est de savoir comment elles le font. Est-ce que c'est avec la qualité suffisante sur le même périmètre? Enfin, toutes les questions qu'on a évoquées juste avant persistent, mais en tout cas, il y a cette obligation qui va bientôt arriver et être généralisée. Juste sur ma deuxième partie de la question, c'était donc la compensation carbone. Donc, au-delà du carbone neutral en 2050, hein, nous, de manière très pragmatique, on va prendre des engagements de baisse carbone pour les 3 prochaines années. Ça, c'est aussi audité par notre pool bancaire. On a des engagements avec eux. Euh, Est-ce que la compensation carbone, ça reste quand même un levier acceptable? C'est quoi une bonne compensation carbone? C'est quoi la part de compensation carbone qu'on peut prendre dans un objectif total où on se dit bah, on va travailler d'un côté sur des actions de baisse réelles produites par l'entreprise et puis de l'autre, on va faire quelque chose pour la planète, pour le coup. Il n'y a pas que planter des arbres, je crois qu'il y a d'autres choses, quoi. Donc, c'est quoi votre avis sur cette partie-là et dans vos cas pratiques, c'est quoi dans le plan d'action la part entre la compensation et autre chose? Alors, sur cette toute dernière question, quelle est la part de la compensation par rapport à autre chose? La compensation doit être marginale. Il faut faire au maximum l'effort de décarbonation et garder la compensation comme étant le dernier recours pour essayer d'améliorer son empreinte. C'est tout à fait intéressant de faire de la compensation. Et voilà, je n'ai pas dit le contraire, hein. Donc, évidemment, c'est intéressant de travailler ce sujet-là. Euh, Après, je connais mal le sujet, mais il y a des entreprises qui sont spécialisées, qui proposent des solutions. Planter des arbres, c'est bien. Après, encore faut-il savoir à quels endroits on plante des arbres, pourquoi, comment, est-ce qu'il y a une durabilité qui est garantie? En France, vous savez, il y a un autre, je connais une entreprise qui est spécialisée dans la réhabilitation des haies bocagères. Ça, c'est quelque chose qui est absolument catastrophique et qui touche à un autre aspect qui est la biodiversité. En France, on perd tous les ans, je ne sais plus combien, de centaines de milliers de kilomètres de haies bocagères. Derrière, c'est la biodiversité qui se détruit et c'est des émissions carbone qui augmentent. Donc voilà, donc effectivement, après, je connais mal le sujet. Je dirais simplement, il faut se retourner vers les entreprises qui sont spécialisées. Et voilà. Sur la part de la compensation carbone, si on compare par exemple avec SBTI, je pense que tu proposes des accompagnements, sauf erreur de ma part. SBTI, donc Science Based Target Initiative, une manière de fixer un objectif aligné avec la science, propose de fixer des objectifs court terme de réduction de bas carbone, de mémoire sur scope 1 et 2, 4,2% en moins par an, sur un horizon de 10 à 15 ans, hors compensation. Pas de compensation autorisée sur cet objectif court terme et un objectif d'atteinte de la neutralité carbone à horizon 2050 au maximum, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Et là-dedans, ça implique une réduction des émissions, enfin du bilan carbone de entre 90 et 95% suivant quand on fixe l'objectif. Et le reste, c'est-à-dire les quelques pourcents restants, là, on fera de la compensation. C'est bien ça? Oui, 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 c'est ça, c'est ça. La compensation, c'est marginal. Mais encore une fois, il faut regarder entreprise par entreprise parce qu'il faut regarder ce que tu évoquais tout à l'heure. Il faut regarder la finalité de l'entreprise. Il y en a certaines pour lesquelles ça n'a pas de sens de viser une décarbonation à tout crin. Alors, après, il y a la décarbonation aussi ramenée à la quantité de produits fabriqués, par exemple, qui peut être intéressante aussi, qui est à regarder. Donc, on ne raisonne pas uniquement en valeur absolue, on raisonne aussi en relatif, en fonction de l'intérêt du produit fabriqué. Non, Francis, s'il y a une question à distance et que la personne a mis son nom, est-ce que vous pouvez lui ouvrir son micro pour qu'elle pose sa question directement? Non, ils ne peuvent pas parler à distance. Non, c'est Guy, tu me disais que tu pouvais ouvrir leur micro. Ah oui, oui. Bah, écoute, Marie-Louise Casademont a une question. Si elle est Donc, encore connectée. je la dis, Marie-Louise, tu pourrais la dire. Mais bon. Alors, est-ce que Marie-Louise est toujours parmi nous? Mais non, elle n'est pas dans les.
dans le chat. Vas-y, Francis, je peux te laisser lire la Donc, question. la question est la suivante, c'est la décarbonation est-elle toujours possible? Y a-t-il un plafond physique, peut-être que tu veux dire un plancher, une limite à la basse à la décarbonation? Alors, je veux bien répondre à la question. Euh, c'est presque une question philosophique, en fait. C'est de se dire, en gros, est-ce qu'on est capable de continuer à vivre dans la société telle qu'elle est, avec les activités telles qu'on les a, en décarbonant? Ben non. La réponse pour moi est non. Je pense il y a une limite au-delà de laquelle on ne peut pas aller, et je crois qu'on est en train de la toucher du doigt. Je crois que certaines instances dans certains ministères sont en train de toucher du doigt cette réalité. Alors, il y a une idée, vous savez, qui est la relocalisation. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Se dire, bah, on est capable, en fait, en France, en Europe, d'avoir finalement une électricité relativement bas carbone. Et puis, on va mettre des normes très strictes pour limiter au maximum l'impact. On va mettre des taxes aux frontières. Voilà. Et donc, on se dit, bah, en France, si on veut réduire, si on veut accélérer notre décarbonation, parce que, en fait, oui, mauvaise nouvelle, hein, on s'aperçoit qu'on est en train de remonter très fortement après le Covid. Là, on est remonté. On pensait qu'on était sur la trajectoire de la stratégie nationale bas carbone. En fait, on vient de prendre conscience que, bah, non, on est remonté. Et que donc, du coup, si on veut repartir à la baisse et si on veut réaccélérer, parce que maintenant, il faut réaccélérer, si on veut tenir nos objectifs, première idée qu'on peut avoir, c'est de se dire, bah, on va essayer de relocaliser. Comme ça, on va utiliser de l'énergie bas carbone. Voilà. Et puis, bah, on va essayer d'importer des produits qui viennent de chez nos pays, les pays européens aussi, qui sont vertueux. Mais le problème, c'est que assez rapidement, on s'aperçoit que la plupart des ressources minérales sont hors d'Europe. Et que donc, il y a une limite à ça. La seule manière, finalement, d'atteindre les objectifs que nous nous donnons, c'est de mettre en œuvre le levier sobriété. C'est-à-dire, c'est de réduire notre consommation, réduire sans doute le train de vie, etc. Et c'est une réalité qui est difficile à dire et qui est difficile à comprendre, mais ça devient une réalité physique et un certain nombre de personnes commencent à le toucher du doigt. Et je pense qu'on on va dans ce monde-là. Il faut en être conscient. Donc, on ne pourra pas décarboner indéfiniment. Il y a des limites qui ne seront jamais, en deçà desquelles on ne descendra pas. Pour moi, j'aurais une réponse plutôt en termes d'empreinte, c'est-à-dire que je pense que sur le territoire, on a quand même encore beaucoup à faire et que décarboner et par un certain nombre de mécanismes incitatifs, par l'évolution des prix qui va euh, insinuer une évolution des comportements et petit à petit changer les modes de vie. Alors, je crois pas, moi personnellement, en la décroissance, mais en tout cas une autre vie. Euh, mais pour moi, le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas sur les émissions territoriales, mais plus sur l'empreinte de la France. Et ici, c'est un exercice qui est fait par le service statistique du ministère de la Transition écologique, l'empreinte de la demande intérieure. Et donc, à savoir quel est l'impact de nos consommations sur la planète de manière globale. C'est notre responsabilité. En tout cas, c'est deux approches qui sont complémentaires. Mais donc, c'est une empreinte qui, en plus, très prochainement, donc dans la prochaine SNBC 3, ça a été annoncé en octobre dans la dernière méthodologie, va être dotée d'un objectif normalement de réduction. Donc là, on va pouvoir chiffrer le contenu carbone qu'on doit réduire dans l'ensemble des consommations finales françaises. Donc, pour moi, c'est plutôt une question qui se raisonne à l'échelle globale et pas simplement française. Il s'agit de mode de vie, il s'agit de mode de consommation et d'habitude au quotidien. Je propose qu'on prenne trois dernières questions. Allez.
Lambert retraité, deux questions rapides. La première question, un article du Shift dans le cours de l'année 2023 disait que, comme pour autrefois la comptabilité traditionnelle, il y a une grande rivalité pour l'établissement des normes et en caricaturant entre des organismes américains et des organismes européens. Donc, est-ce qu'il y a effectivement une avancée là-dessus? Est-ce qu'on sait s'il va y avoir deux normes ou si quelqu'un va l'emporter? Et la deuxième question, vous avez maintes fois attiré l'attention sur la difficulté de faire des comparaisons. Il n'empêche quand même que peut-être un jour, alors que maintenant le transport aérien des passagers pour le plaisir est de plus en plus mis en question, on peut imaginer qu'un jour, on se demande par exemple si c'est plus avantageux d'émettre moins de CO2 par kilomètre et par passager chez Air France KLM ou chez Lufthansa. Est-ce que là, malgré la difficulté de comparer, on aura effectivement une réponse à cette question? Je ne sais pas si on aura une réponse. En tout cas, c'est sûr, c'est que ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ça va être des batailles d'experts pour savoir si on compare des choses comparables. Donc, à mon avis, ça va être très, très compliqué de comparer entre deux compagnies aériennes. Des pays différents. Pardon, excusez-moi. Bien entendu, ce que vous avez compris entre les lignes, c'est que la question de fond, c'est que là, on pense à deux sociétés du même milieu, mais provenant de deux pays différents, quoi qu'en Europe. Et qu'est-ce qui pourrait nous garantir que la méthodologie utilisée en France et en Allemagne sera voisine? Non, les méthodologies sont voisines maintenant. Elles sont en train de converger entre le GHG protocole qui est utilisé de manière plus large à l'international et puis la méthode française, c'est relativement comparable. Mais voilà, les avions viennent dans les deux compagnies aériennes, les avions viennent des mêmes constructeurs, ils mettent le même carburant dans leurs avions, donc on n'a pas de raison d'avoir des différences très importantes pour des avions de même taille qui font les mêmes trajets entre deux compagnies aériennes. A priori, on va être de toute façon sur des choses qui sont négligeables. Simplement, sur les normes américaines, je te laisserai répondre, mais c'était sur l'élément d'avant que je voulais ajouter quelque chose sur la facilité de comparabilité et à l'avenir, effectivement, ce qu'on va pouvoir faire. Il y a la facture électronique qui rentrera en vigueur, ça a été annoncé en France et peut-être généralisé par la suite, qui va en fait faciliter le maillage et le traçage. Alors là, on n'est pas sur du bilan carbone en tant que tel, mais pour parler de comptabilité carbone et l'approche qu'on porte à la société nouvelle, c'est des choses qui, par la suite, vont être facilitées par le fait que tout puisse être automatisé avec une lourdeur administrative et comptable, en l'occurrence, qui soit de moins en moins prégnante. Et donc, une analyse qui soit quasi automatique par facture envoyée technologiquement. Et donc, pour moi, on va quand même vers une simplification grâce à cette solution technologique de la comptabilité carbone de manière générale. Sur les normes, en fait, la grande polémique, elle est liée justement à la tentation d'un certain nombre d'acteurs anglo-saxons d'introduire la possibilité de compter des émissions de gaz à effet de serre négatives ou de compter de la compensation. C'est le problème, il est là. Et d'ailleurs, il y a eu une bataille il y a une norme ISO qui est sortie, qui vient juste d'être publiée, d'ailleurs, il y a quelques jours, je crois, sur la compensation, qui a essentiellement été, dont la rédaction a été fortement contestée par les spécialistes, les experts français, et qui reprend en fait la philosophie plutôt anglo-saxonne, qui est largement dominante dans le monde. Et cette norme, effectivement, elle ouvre la porte à l'utilisation de la compensation de manière assez large dans les systèmes de comptabilisation. Voilà. Mais ce n'est pas le cas de la CSRD aujourd'hui. Ce n'est pas le cas de la méthode GHG protocole qui sert un peu de référence en Europe.
Donc voilà, donc on n'en est pas encore là, mais il y a une bataille, c'est sûr, entre l'Europe et l'Amérique du Nord sur cette question. S'il y a encore une dernière question à distance, je sais qu'il y avait une question au fond là-bas. On a vu. Oui, une dernière question à distance de monsieur ou madame Bourreau. Euh, Comment peut-on utiliser le bilan GES d'une entreprise pour avoir une indication du contenu carbone d'un produit vendu par cette entreprise? Ben, en fait, sauf si cette entreprise ne fait qu'un seul produit, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. C'est bien ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que malheureusement, il n'y a pas de lien direct entre l'empreinte carbone d'un produit et le bilan carbone de l'entreprise. C'est deux choses différentes, deux notions différentes. Donc ça se calcule, hein, ça s'appelle l'analyse de cycle de vie monocritère. Donc on peut calculer effectivement l'empreinte carbone d'un produit, mais c'est un exercice différent et qui est beaucoup plus, voilà, qu'il faut faire en beaucoup plus grande quantité, évidemment. Voilà. Et c'est ce qui serait nécessaire de faire si on veut aller vers un étiquetage des produits achetés qui arrivent aux consommateurs. C'est ce qu'il faudrait faire in fine. Mais ça nécessite de mettre en place un dispositif compliqué, quoi. Je rejoins Philippe sur la question. C'est vrai que euh, l'approche qu'on porte et qu'un certain nombre d'acteurs portent à l'échelle sur les études prospectives macroéconomiques, c'est une approche activité, puisqu'on se sert de tableaux en sorties symétriques entre activité et produits. Et donc, on a pour les entreprises multiproduits qui sont quand même nombreuses, un certain nombre de décalages qui vont apparaître, puisqu'on va prendre au demeurant l'activité principale ou le produit principal produit. Et donc, on aura forcément un biais de modélisation qui va être non neutre et qui va exister. Aujourd'hui, on raisonne en termes de produits et d'activité et pas de produits. Oui, alors deux questions un peu séparées, mais sur l'histoire des normes, on parlait de alors, Europe versus États-Unis. Aujourd'hui, on vit plutôt dans un monde pas bipolaire, mais il y a la Chine. Est-ce que la Chine s'y met aussi ou est-ce qu'il continue à avoir cette logique ou pas avoir de normes? Enfin, je ne sais pas comment ça se passe en Chine, voire éventuellement dans un autre bloc comme la Russie. Euh, Deuxième question, c'est plus à l'intérieur de l'Europe, notamment sur l'électricité. Vous avez parlé que en Europe, enfin en France par exemple, on a une électricité bas carbone. Norvège, Finlande, on est plutôt bas carbone aussi. Pologne, on fait du charbon. Et qu'il y a ces histoires de compensation où une société peut aller acheter l'électricité un peu à droite à gauche. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de double, enfin, je ne sais pas si c'est double comptabilité, mais où on se voile la face en disant je vais en France pour acheter de l'électricité éventuellement bas carbone, mais finalement, elle a peut-être été vendue dans un autre pays à une société d'un autre pays. Enfin, est-ce qu'on va regarder aussi où est-ce que j'achète l'électricité, mais d'un point de vue pays, par exemple, je pense que la Norvège et autres, ils ont des barrages partout, donc ils sont très peu carbonés, mais comme ils vendent leur électricité ailleurs, et ils vont la racheter peut-être un peu plus cher à une électricité plus carbonée. Enfin, il y a le bilan entre l'entreprise et le pays. Pour la Chine, peut-être d'abord. Euh, on a, euh, on a effectivement une trajectoire par euro de valeur qui est pas ascendante, qui est plutôt descendante, mais ce qui est très préoccupant pour la Chine. Et là, je vous invite à aller lire l'état des lieux que la DG Trésor a sorti cette semaine, euh, la, la semaine dernière plutôt, mais en tout cas sur les perspectives mondiales de décarbonation, avec en fait le fait que la Chine, tout comme l'Inde d'ailleurs, rattrape le niveau de développement petit à petit des pays développés. Et donc, par euro de valeur, effectivement, leur empreinte diminue, mais la quantité colossale, année par année, de carbone supplémentaire engendrée par la production chinoise est assez inquiétante. Et encore, la marge, justement, peut être calculée si elle rattrapait le niveau, par exemple, français. C'est exactement en fait la même chose si on parle de légitimité à polluer, si on raisonne par tête, puisque
si les Chinois avaient le niveau de développement français, on aurait en fait une quantité de carbone qui explose. Les problématiques à l'échelle chinoise sont nombreuses. L'intensité diminue, mais la production est tellement croissante et allante que les problématiques de décarbonation sont monstrueuses et peut-être les plus prégnantes, puisque c'est tout l'idée en fait de la coopération internationale. Est-ce qu'un euro est mieux dépensé ici en politique publique en France dans la décarbonation ou plutôt dans la subvention d'une centrale énergétique décarbonée en Inde ou en Chine? Enfin, c'est une question assez politique sur laquelle je ne m'engagerai pas, mais en tout cas, le débat mérite d'être posé. Sur la Chine. En fait, derrière, il y a la question de savoir est-ce que tous les efforts qu'on fait, ils sont utiles ou pas? Est-ce que c'est tout ça, ça va servir à quelque chose? Donc moi, à cette question-là, j'ai trois éléments de réponse. Il y a un élément de réponse qui est effectivement déjà, il y a l'histoire. On a une responsabilité historique. L'essentiel des gaz à effet de serre qui sont dans l'atmosphère, en fait, proviennent des pays riches. Voilà, donc c'est notre responsabilité historique. Donc ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire. Donc on a un devoir d'exemplarité. Et si on ne fait pas, nous, l'effort de montrer la voie qu'il y a une société prospère, possible, envisageable, qui est largement décarbonée, on n'a aucune chance que des pays émergents puissent l'envisager. Ils suivent notre exemple, ils ont toujours suivi notre exemple, et donc on a cette responsabilité. Ça, c'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'on a une responsabilité directe dans l'empreinte carbone de la Chine. Ce que tu expliquais auparavant, c'est qu'en fait, en France, un Français moyen, sur le territoire, les émissions carbone sur le territoire sont d'environ 6 tonnes environ par habitant. 6 tonnes par habitant. Mais en fait, si on compte tout ce que nous importons, on est plutôt à 9,5, je crois, aujourd'hui. Et l'objectif, si on voulait arriver à un équivalent sur toute la planète de manière complètement juste, c'est d'arriver à 2 tonnes. D'ailleurs, vous avez un exercice sur France Inter dans 2 jours, jeudi matin, si vous voulez vous y inscrire pour faire l'exercice 2 tonnes. Comment on fait pour arriver ensemble à 2 tonnes? Quelles décisions il faut prendre au niveau individuel ou au niveau collectif qui est intéressant. Donc, c'est la deuxième chose que je veux dire, c'est qu'on a une responsabilité des émissions qui sont en Chine. Et la troisième chose que je veux dire, c'est que les émissions GES qui sont émises aujourd'hui dans le monde, les 10% les plus riches sont responsables de 50% des émissions de carbone dans le monde. 10% des gens les plus riches sur Terre sont responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Quelqu'un qui gagne le SMIC en France est dans les 10% des gens les plus riches sur Terre. Donc, ce que je veux dire, c'est que si au niveau européen, on a une large part des gens les plus riches sur Terre, hein, je ne sais pas combien, mais une large part. Si au niveau européen, on arrive à changer les choses, on aura un impact direct. Voilà. Donc oui, c'est utile qu'on fasse l'effort en France et plus généralement en Europe. On va avoir un effet direct efficace et un effet d'entraînement. Et on a une vraie responsabilité vis-à-vis de l'histoire de montrer l'exemple et d'inventer un nouveau modèle. Donc ça, oui. Et pour finir sur le sujet du marché européen de l'électricité, c'est un sujet que je connais bien pour des raisons qui sont liées à mon activité précédente. Donc, en fait, effectivement, vous avez raison, il y a des différences qui sont colossales. Les Allemands ont fait le choix de sortir du nucléaire. À mon avis, c'était une bêtise sans nom. Merci de regarder cette remarque pour la fin, parce que sinon on ne s'en sortait pas. Voilà. Mais bon, j'espère, je suis désolé s'il y a des Allemands ou des gens qui ont. Voilà, j'ai absolument rien contre nos frères allemands, mais c'est vrai qu'il y a des décisions qui ont été prises par les politiques qui sont absurdes.
Les Polonais, malheureusement, bon, ils ont le charbon, mais ils sont en train de réfléchir à en sortir. Donc voilà, ça va être long. Il faut qu'on les aide. On a une responsabilité, nous aussi, en tant qu'Européens, pour les aider à en sortir. Donc, globalement, on voit qu'on peut tirer la production d'électricité en Europe vers quelque chose de largement décarboné. Et quand on fait le bilan GES en France, quand on utilise la méthode bilan GES, bilan carbone, en fait, on tient compte du mix électrique du pays concerné. Donc, quand on considère une entreprise qui est en France, qui utilise de l'électricité française, on considère le mix électrique qui résulte à la fois de la production et des achats, etc. Donc, c'est bien l'électricité statistiquement moyenne qui a été utilisée, qui est prise en compte. Bien, C'est merci fini. tous les deux. Il est 21h, on va pouvoir s'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Merci, merci à distance de nous avoir suivis. J'espère que en tout cas, l'expérience à distance en valait la peine. Comme je le rappelle, c'est la première fois qu'on faisait ça. N'hésitez pas à envoyer des messages sur l'adresse mail contact de Centrale Énergie ou même dans le chat pour nous dire un peu comment vous l'avez vécu, ce côté un peu mixte. Le retour d'expérience nous intéresse beaucoup. J'ai un petit janvier à distance, si je ne me trompe pas, à distance avec Centrale Nantes, donc là, c'est centralo-centralien, sur l'intérêt d'avoir du nucléaire dans le mix énergétique. Et alors, Francis,